Bonjour à tous, la formation continue et des masters spécialisés de l'ESTP. Merci de l'intérêt que vous portez à ce webinaire. Avant d'introduire le déroulé de ce webinaire, je vais laisser les trois autres intervenants se présenter. Donc, Jacques. Bonjour à tous, je suis Jacques Bouillot, je suis président de l'École supérieure du bois et je travaille chez FH Construction autour des sujets de solutions bas carbone et filières sèches. Sébastien. Oui, bonjour à toutes et à tous. Sébastien Nerva, je suis le directeur développement construction bois de Link City. Et Pascal. Bonjour à tous, Pascal Binot, directeur des études de l'École supérieure du bois. Merci. Alors, nous aborderons dans ce webinaire trois parties. En première partie, Sébastien Nerva présentera comment développer une stratégie bas carbone chez Link City avec son constructeur Bouygues Bâtiment à travers sa démarche WeWood. Sébastien abordera aussi le bois comme levier bas carbone, puis fera un focus sur quelques projets. En deuxième partie, Jacques Boyot développera chez Eiffage comment aborder la conception bas carbone. Nous proposerons alors un temps d'échange suite à ces deux premières interventions. Puis en troisième partie, Pascal Vinou nous dira comment deux grandes écoles d'ingénieurs répondent à ces enjeux de construction bas carbone et de décarbonation du secteur. Et nous pourrons alors répondre aussi à quelques questions. Je vous souhaite un très intéressant webinaire et Sébastien, je vous passe la parole. Ça marche. Merci Catherine. Vous allez me dire si le partage d'écran fonctionne bien. Super. Alors merci à l'ESTP déjà, merci à l'École supérieure du bois pour cette invitation et puis merci à vous toutes et tous pour vos connexions. Et puis je suis ravi, Jacques, de faire cette intervention à tes côtés. Donc je démarre sans plus attendre la première partie que Catherine indiquait, qui est effectivement comment nous sommes organisés, Link City, Bouygues Bâtiment France, au travers de la démarche WeWood, pour impulser une stratégie bois forte. Alors, avant de parler de bois, ce qui est intéressant, c'est de rappeler quand même nos trois axes de travail sur le bas carbone. Sans grande surprise, le premier axe, c'est faire plus de réhabilitation. Moins construire en neuf, c'est déjà un premier levier très intéressant. On vise pour cela au moins 30% de nos affaires en réhabilitation à horizon 2030. En parfaite transparence, pour le moment, on est quand même plutôt aux alentours de 10%. Le deuxième axe qui nous concerne aujourd'hui, c'est les bois et les biosourcés et les géosourcés. Ça, je le préciserai par la suite. Là, pour le coup, à horizon 2030, on vise un cap à 50%, la moitié de nos projets bois, de nos projets par rapport au portefeuille global en construction bois. Et puis le troisième levier carbone, bien sûr, c'est l'énergie, réduire le besoin en consommation de chauffage et couvrir le reste au maximum en énergie renouvelable. Et là, pour le coup, on vise également un cap à 50%. On est plutôt à mi-chemin sur ce cap-là pour le moment. Une fois qu'on s'est dit ça, on peut donc zoomer sur la stratégie bois Bouygues Bâtiment France Link City, qui s'appelle WeWood donc chez nous. Alors, c'est à la fois une démarche et aussi un bureau d'études bois intégré, avec effectivement une quarantaine d'ingénieurs bois qui nous accompagnent sur nos projets. Et puis maintenant, presque 200 opérations bois livrées depuis une petite dizaine d'années. Alors, on a deux objectifs. Un objectif pour le constructeur, Bouygues Bâtiment France, qui lui se donne un cap à 30% d'opérations bois, qui donne un petit peu près une moyenne de 100 projets bois par an. Et puis chez Link City, je vous l'ai dit, 50%, donc un permis de construire sur deux à horizon 2030, qui génère à peu près 25 projets bois par an par rapport à notre rythme de croisière moyen. Alors, une fois qu'on a planté ce décor, moi, j'aime bien rappeler comment on s'entoure pour construire en bois. Ce n'est pas uniquement des objectifs et puis une envie de faire, c'est aussi tout un écosystème. Donc, le premier pilier de l'écosystème, c'est déjà de s'engager auprès de la filière bois. Donc, nous, Link City, nous avons signé les 4 pactes bois biosourcés dans les 4 régions concernées que vous avez là sous les yeux, Île-de-France, Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes et Hauts-de-France. Et petite spécificité, on a aussi engagé une convention de partenariat avec Fibois France pour aider, contribuer à tout ce qui est coordination interrégionale.
Deuxième composante importante, hein, bien sûr, vous l'avez tous en tête sur le sujet du bois, c'est de donner de la visibilité aux industriels. Donc nous, on en cite au moins 3 centraux, mais il y en a d'autres. Picto Bois et Stora Enso, nos incontournables partenaires, parce que nous avons des accords cadres sur le CLT qui nous permet d'acheter à minima 50 000 m² de CLT par an avec ces 2 partenaires. Et puis, le 3e partenaire, c'est TH pour Technologie Habitat, l'habitat bas carbone pour tous, qui est notre partenaire construction hors site, basé dans le Jura et qui propose une solution très bas carbone, puisqu'il n'y a pas de chape, il n'y a pas de carrelage, il n'y a pas de placo. Et donc ça, c'est très intéressant dès qu'on peut faire du hors site. Et puis, bien sûr, le 3e axe, c'est le sujet aussi de ce webinaire, c'est la formation. Donc, on a fondé une académie du bois et de la mixité des matériaux en 2021 pour nos compagnons, puisque nous, on ne sous-traite pas la part bois, c'est posé chez nous en part propre par nos compagnons. Et cette académie, elle est aussi ouverte à tout le monde. Et puis, bien sûr, le STP, École supérieure du bois, de fait, partenaire clé aussi de ce 3e axe sur la formation. Alors, je vous le disais, WeWood, c'est aussi un bureau d'études bois d'une 40aine d'ingénieurs qui viennent d'horizons différentes, des généralistes initialement généralistes qui se sont spécialisés à la construction bois, des anciens de bureaux d'études bois, des anciens charpentiers, des anciens du FCBA. Tout ça, ça réunit une équipe assez performante, très performante, qui nous accompagne tous les jours sur les projets bois et avec tous les métiers de l'ingénierie dans une approche tout corps d'État, entreprise générale avec Bouygues Bâtiment. Voilà, et ça nous permet de sécuriser de la détection d'une affaire jusqu'à la livraison. Nos projets bois, comme je dis souvent, nous, on a cet outil d'aide à la transformation. On veut se transformer depuis l'interne pour que ça diffuse vers toutes les filiales et vers tous les acteurs du groupe. Alors, on a également dans l'écosystème, bien sûr, des partenariats clés, techniques et scientifiques avec l'Institut technologique FCBA sur des retours d'expérience technique, des sujets d'innovation où on co-candidate ensemble, notamment sur les sujets de feuillus, et puis du rayonnement mutuel au service de la filière bois. Enfin, pour finir le tour des partenariats et puis finir cette première séquence quasiment, on a bien sûr des partenariats avec les architectes. Construire en bois sans partenariat avec les architectes, c'est plus compliqué. Ils sont au cœur du dispositif. Donc là, vous avez l'exemple d'un concept building réalisé avec l'agence GBL, pour qui justement, en ce moment, nous sommes en train de réaliser une première opération de bureau. Voilà, c'est vraiment l'atterrissage du concept building. C'est notre siège à Nancy. Et là, on maîtrise la conception, on maîtrise la compétitivité de la solution bois grâce à ce concept building. Voilà, pour finir cette séquence, vous dire que la croissance chez nous, elle est forte, puisque si en 2020, avec notamment cette surélévation là sur la place de la Nation, on faisait 19 chantiers bois à l'échelle du groupe, on en faisait 34 en 2021 avec notamment le village des athlètes que vous avez là sous les yeux. Et puis en 2022, 43 chantiers bois avec notamment cette tour de 15 étages. On est assez fiers aussi de ce projet. Donc tout ça pour dire que la croissance et l'impulsion est bien donnée. Ceci étant dit, on va parler donc du levier bois et comment le bois se situe, notamment par rapport à la RE 2020. Donc ici, vous avez sous les yeux sur la partie gauche de l'écran les seuils de lycée construction, donc le poids carbone des matériaux RE 2020 pour la catégorie habitation. On aurait pu faire le même exercice pour l'énergie, on aurait pu faire le même exercice pour les bureaux, puisque les seuils ne sont pas les mêmes. Vous avez les valeurs plafonds à ne pas dépasser, sinon on ne dépose pas le permis de construire. Et sur la droite, les 4 grands leviers bas carbone sur le champ des matériaux qu'on peut mettre en œuvre sur une opération. Donc, je les commente très rapidement. Le premier, -10 à -30, les biosourcés, souvent en isolant. La toupie verte, le béton bas carbone avec les CM3 et le Hoffman. La boucle, c'est le réemploi, vous savez, qui est très valorisé dans la RE 2020 puisque comptabilisé à 0. Et le matériau bois, la structure bois, dans une fourchette très large de -10 à -150. Donc, 2 messages par rapport déjà juste à ces ordres de grandeur essentiels d'avoir en tête, je pense. Le premier message, c'est qu'on voit que le matériau bois, c'est pas, comme je dis souvent, le sel ou le poivre, la recette bas carbone, c'est le cœur du plat. On voit que au maximum, jusqu'à -20% sur lycée construction, en réduction d'émissions carbone. Voilà, c'est central, c'est indispensable, ce le sera de plus en plus. Nous, par raccourci, mais d'autres acteurs aussi disent qu'en général, pour atteindre le seuil 2028 de la RE 2020, sans mobiliser du bois de manière significative en structure,
ça semble impossible ou très, très, très difficile. Ça, c'est le premier message. Deuxième message, quand vous voyez les efforts à faire en comparaison au seuil 2022, donc vous savez les 3 seuils, 25, 28, 31 que vous avez là sous les yeux, moins 90, moins 160, moins 250, et qu'on voit les solutions à date qu'on a sur la droite, on comprend bien que la RE 2020 pour les seuils 28 et 2031 sont assez sérieux, puisque on peut atteindre pour le moment, en combinaison de solutions, 200 et quelques. Tout ça, bien sûr, avec une évolution des FDES à attendre. Le deuxième message, si on parle de bois, c'est de comprendre de manière très grosse maille, si je puis dire, les tendances de gain carbone par rapport aux solutions bois. Donc, vous savez que dans la RE 2020, à la différence de l'E+, C- qui préfigurait la RE 2020, on reconnaît partiellement le carbone biogénique, donc le carbone qui est stocké dans la matière. Donc ça a pour effet effectivement d'avantager les solutions dites massives, on va dire pleines. Donc là, vous avez un exemple d'un chantier qu'on réalise Bouygues Bâtiment, c'est le campus d'Engie de plancher CLT. Ça, en tendance, c'est un gain carbone très élevé rapporté à l'unité du calcul de la RE 2020. Ensuite, on va avoir bien sûr les planchers caissons. Les planchers caissons, ils sont creux, donc il y a moins de matière et donc de fait, il y a moins de stockage carbone biogénique qui compte par rapport au calcul RE 2020, qui compte encore plus par rapport au calcul BBCA. Donc on est sur un gain un petit peu inférieur. Alors tout dépend du complexe de plancher, mais moins de matière, moins de carbone biogénique. Et puis enfin, on a la façade bois. On va dire sur un gain carbone d'entrée, puisque vous savez que sur des bâtiments en mètres carrés, on fait toujours moins de façade que de plancher. Et puis en plus, la façade, elle a cette complexité de pouvoir intégrer un isolant différent, une menuiserie extérieure différente et puis un parement extérieur différent. Et tout ça, ça rentre dans l'équation du gain carbone. Alors, c'est pas pour dire qu'il faut, au contraire d'ailleurs, qu'il faut mettre beaucoup de. Alors, il faut faire beaucoup de projets en bois, mais il faut quand même garder en tête que, en tout cas moi je suis assez sensible à la sobriété de la matière. Donc même si plus on met de bois et plus on a un gain carbone élevé, on sera attentif au maximum par partie d'ouvrage à viser la sobriété de matière. Après, ce qu'on peut se dire, une fois qu'on a ces tendances, ces grandes tendances, qu'on a dégagé ces grandes tendances, c'est de viser la cohérence bas carbone. Donc, bien sûr, il y a le cas des planchers, on vient de le voir, les planchers CLT, les planchers caissons. Et quand on veut être cohérent bas carbone, on va choisir une solution de chape qui, elle aussi, est bas carbone. Donc, faire de la chape ciment, comme d'habitude, si je puis dire, bien sûr, on peut le faire, on sait le faire, mais on n'est pas dans une cohérence bas carbone totale et entière, si je puis dire. Nous, on a de plus en plus de retours d'expérience où on réalise des chapes sèches. À gauche, c'est un plancher caisson sur une surélévation à Belleville, qu'on réalise en chape sèche avec des résultats acoustiques tout à fait intéressants et qui passent les normes en logement. Et là, on a une vraie cohérence bas carbone entre le plancher et la chape. Alors, ce sujet, on le retrouve pareil sur les façades. On fait de la façade bois, mais quid du bardage? Donc, le bardage, c'est pareil. Si on choisit du bardage métallique de tuiles de terre cuite, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais on est moins dans une cohérence bas carbone à l'échelle de l'ouvrage. Et bien sûr, le parement extérieur par excellence, c'est le bardage bois. Là, je vous donne l'exemple des façades qui dorment sur donc notre chantier là, qui vient d'être livré de la tour de 15 étages au pied des tours du haut, où on voit un bardage bois, type bardage bois brûlé. Et là, on a un vrai gain carbone quand on associe le bardage bois à la façade bois. Alors, petit zoom du coup sur le bardage bois, parce que c'est toujours un sujet et des questions, parce que c'est un gain carbone fort, le bardage bois, en comparaison aux autres bardages métalliques, notamment tuiles de terre cuite, on l'a cité, ou enduit. Alors, le premier avantage du bardage bois, c'est qu'il a le référentiel technique le plus robuste, le DTU 41.2. Ce n'est pas un avis technique, ce n'est pas une ATEX, c'est un DTU avec des règles de l'art robustes. C'est un bardage qu'on peut préfabriquer à 100% à l'atelier pour un gain de temps chantier express, si je puis dire. C'est aussi un domaine d'emploi élargi. On peut monter jusqu'à 28 mètres dernier plancher bois bas sur les bâtiments. Et puis enfin, c'est quand même une solution très durable si on respecte les règles de l'art, à savoir saturer et pré-grisailler le bardage bois. Et donc ça, je pense notamment aux bailleurs, au lieu de faire de l'enduit qu'on va ravaler tous les 10-15 ans, un bardage bois qui est bien choisi, saturé et pré-grisaillé, c'est une réduction dans le bilan maintenance exploitation, notamment du bailleur. Donc j'insiste sur les bardages bois et sur tous ces avantages, parce que parfois on peut gagner plus de points carbone, si je puis dire, avec le bardage qu'avec la façade en comparaison au voile béton. Alors,
Petit mot de conclusion sur cette séquence 2 avant d'aller sur la dernière séquence très rapidement, parce que je pense que je dépasse un petit peu. Au niveau du bas carbone, bien sûr, et ça c'est Jacques qui va vous le développer et l'approfondir, ça recompose les rôles. Le maître d'ouvrage, il doit identifier une cible bas carbone et il doit piloter la cohérence bas carbone à l'échelle de tout le bâtiment, tout le projet, toutes les parties d'ouvrage et tous les postes. On va en parler juste après. Le constructeur, il a notamment son point de vigilance post-OS travaux, puisque toute variante ou tout changement de produit change la FDES. L'architecte et le BE Bois, ils sont au cœur du dispositif parce qu'ils visent le bon équilibre bas carbone à l'échelle de l'ouvrage. On citait l'exemple des planchers avec l'échappe et des façades avec les parements extérieurs. C'est essentiel quand même au maximum de viser cette cohérence bas carbone et aussi avec l'isolant. Et enfin, le bureau d'études carbone-environnement, il est là pour déjargoniser tout ça, aider, conseiller, donner des ordres de grandeur et voir quels sont les bons leviers bas carbone à réunir, ceux qui sont significatifs sur une opération. Je terminerai, pour te passer la main, Jacques, sur la suite, sur quoi de mieux que de montrer l'exemple sur des opérations. Et pour vous dire un peu comment ça se situe par rapport à ces gains carbone, là, vous avez l'opération d'Unity avec GBL dont je parlais tout à l'heure. Là, on est sur de la solution massive. Sur un socle béton, ensuite, on est qu'en superstructure bois, massive en poteau poutre et en CLT pour les planchers et les façades. Alors, c'est un peu spécifique, ça de faire de la façade en CLT, mais là, du coup, effectivement, beaucoup de matière, un peu moins bien sur la sobriété, mais très intéressant sur le poids biosourcé et sur le gain carbone, trouver ce bon équilibre entre les deux, puisque là, vous voyez, on est au triple du niveau 3 sur cet exemple d'opération. Notre opération Link City à Saint-André-les-Lilles, belle opération dont on est très fier, Panorama pour le siège social de Dalkia avec cette belle charpente croisée posée par nos compagnons. Vous voyez, là, on est sur du poteau poutre, plancher CLT, charpente croisée et façade à ossature bois, même mur à ossature bois, avec du coup un poids biosourcé un petit peu inférieur. Avec ce type de deux solutions, là, on va pouvoir vraiment cocher la case du seuil 2025, voire aller un petit peu plus loin. Ça se regarde au cas par cas. Après ces exemples, on a également du logement sur toujours cette toute belle opération de quai 22 à Saint-André-les-Lilles. Voilà, là, vous avez une solution très sobre en matière, du poteau-poutre et pas du refend. Toujours moins de matière en poteau-poutre qu'en refend, de fait, parce qu'on peut faire du refend de mob. Du plancher caisson. Tout ça sur un socle béton. Là, on avait un sujet de pollution notamment sur ce site. Et ensuite, on est en R+2 sur ce type de procédé constructif. De la sobriété de matière, bien sûr, sur de la surélévation. Je parlais de Belleville tout à l'heure. Voilà, l'opération de Belleville avec que de l'ossature bois, plancher de transfert caisson, plancher intermédiaire caisson, poteau poutre bois lamellé collé et mur à ossature bois. Là, on est dans l'exemple très sobre et très, très bas carbone. Et donc, on va dépasser les seuils 2025 en habitation et se rapprocher des seuils 2028 en fonction des autres leviers. Et puis, je terminerai donc par cette fameuse tour de 15 étages là, dont je vous parlais. Voilà, l'illustration, du bois en façade, du bois en poteaux qui tiennent des balcons béton, des planchers CLT, du poteau poutre pour un gain carbone très important sur ce type d'opération, malgré un projet assez haut en hauteur de bâtiment. Et je terminerai sur cet exemple et je vous remercie et passe la main pour ne pas trop dépasser. Sébastien, merci. Merci de cette présentation et puis de ce panorama de différents projets. Donc, Jacques, à vous. Alors, je vais partager mon écran. Donc, merci Sébastien. Et Sébastien a fait un très beau tour d'horizon du sujet du bois et puis il a évoqué d'autres sujets que je vais aborder également, à savoir les acteurs. Et moi, je vais surtout concentrer mon discours sur l'organisation de la conception. Alors, pourquoi plus la conception que le chantier? Parce que, en fait, l'acte de concevoir bas carbone est essentiellement un acte en amont du projet
C'est à peu près là que tout se passe et finalement, on décide du bas carbone ou pas du bas carbone en amont du projet. Et s'il fallait utiliser une métaphore, on utiliserait la métaphore de l'orchestre avec plusieurs instruments. Dans les instruments que je vois au sein de cet orchestre, je vois en fait toutes les sciences du bâtiment qu'on est en train de redécouvrir à l'aune du carbone, le feu, la thermique, l'acoustique, la structure, l'eau. L'enveloppe n'est pas une science, mais l'enveloppe, elle toute seule, comme l'a bien exprimé Sébastien tout à l'heure, génère sa propre complexité. Et puis, une autre science émergente qui est la taxonomie, donc c'est tous les aspects environnementaux qu'il faut également prendre en compte, que je différencie bien de la notion de carbone. Bien sûr, l'architecture reste, il y a le design aussi, reste maître et premier, et puis le prix, parce qu'on répond à des clients qui ont un budget et qu'il faut satisfaire. Ça, c'est pour donc l'orchestre. Après, il y a donc des gens qui sont dans les coulisses et puis qui nous accompagnent dans cet orchestre. Et en premier lieu vient l'aménageur. Je vais essayer de vous montrer tout à l'heure comme quoi, vous montrer que l'aménageur a un rôle essentiel dans cet acte de concevoir bas carbone. Je dirais que plus on va avancer dans le temps, plus il aura un rôle déterminant. Et c'est probablement maintenant, en ce moment, qu'il fait les grands arbitrages qui seront déterminants pour les résultats et du promoteur et du constructeur de 2030. Et bien sûr, il y a le mainteneur aussi, qui est un sujet aujourd'hui assez peu reconnu, mais qui, quand on quand on règle le sujet de l'énergie, peut devenir complexe. Et puis, bien sûr, il y a toutes les contraintes, les PLU, les règlements, les normes, les ATEX. On fait de plus en plus d'ATEX parce qu'on sort des champs habituels, des DTU, des avis techniques, et tout ça en lien avec le bureau de contrôle et les assurances. C'est presque une équipe secondaire finalement qui jouxte l'orchestre. Tout ça en neuf et en rénovation. Des fois, on me pose la question, oui, mais alors je veux faire la rénovation, et c'est quoi la différence? Pour moi, il n'y en a pas. C'est exactement le même sujet. Un bâtiment qui va être rénové, bah, il aura une structure à zéro carbone, voilà. Mais pour autant, la démarche intellectuelle est exactement la même. C'est juste le poids carbone qui va être différent selon ce que l'on va récupérer de l'ancien bâtiment. Et c'est pour ça qu'on est réunis tous ici aujourd'hui, il y a le chef d'orchestre, et donc on pourrait l'appeler responsable bas carbone de projet de construction, master qui va donc être mené par l'ESB et le STP conjointement. Et ce rôle, il est important. J'ai repris une définition du rôle du chef d'orchestre dans une revue musicale et ça rappelle par certains aspects mon quotidien. Moi, ce que je note dans ces critères, c'est surtout l'écoute des musiciens. C'est donc cette capacité à comprendre finalement toutes les sciences sans pour autant être très hyper spécialiste, hein, mais au moins comprendre, pouvoir discuter, une capacité à rassembler les personnes, parce que les sujets deviennent de plus en plus complexes et puis il y a tellement d'interactions qu'aujourd'hui c'est un vrai management d'équipe à part entière, et puis une envie de transmettre bien évidemment. La partition, la partition elle est simple, hein, on part d'un 1500 équivalent CO2 par mètre carré SHA. On peut discuter des chiffres, hein. Là, faut bien comprendre que pour un webinaire comme ça, on reste dans les ordres de grandeur. Les ordres de grandeur sont là. 40% pour la consommation énergétique et 60% pour les matériaux. Et puis, si dans les matériaux, il fallait séparer, faire un petit peu de discrimination, on aurait 7% sur les infrastructures, 17% sur la structure et l'enveloppe. C'est pour ça que je disais que tout à l'heure, l'enveloppe était quand même extrêmement importante. Les corps d'état du second œuvre, et puis les équipements qui pressent quand même 23%, hein, qui est un sujet un peu à la traîne aujourd'hui.
puisque pendant la période du E+, C-, ils étaient forfaitisés. Donc finalement, cette zone de poids carbone, qui n'est pas négligeable, a été sous-estimée, en tout cas n'a pas trop travaillé le sujet. Donc là, c'est une grande nouveauté de la RE 2020 au sujet des équipements. C'est quoi la finalité finalement? C'est de passer de ce gros camembert de 1500 et puis de viser une réduction globale, énergie plus matériaux. Je ne rentre pas dans le détail parce que finalement, chacun peut voir, peut agir sur différents leviers et puis trouver sa propre recette. Mais la RE 2020 impose quand même une évolution à la fois côté matériaux, ce que vous avez en haut à droite, qui est donc une réduction de quasiment, on n'est pas à la moitié, mais on n'est pas très loin, d'ici à 2031. Et puis, côté énergie, là, pour le coup, on est vraiment à la moitié de réduction également. Et c'est ce mixte des deux ambitions objectivées par la RE 2020 qu'il va falloir à la fois, il va falloir répondre à ces objectifs et puis trouver la bonne répartition entre énergie et matériaux, et à l'intérieur même des matériaux, entre les 4 points que j'ai vus précédemment. Les répétitions sont beaucoup plus longues qu'autrefois. Hein. Autrefois, je dis ça, je commence à être un vieux dans le monde du bâtiment. Quand on faisait du béton, finalement, le feu, l'acoustique et même la thermique avant la RT 2012 n'était pas réellement un grand problème, ce qui fait qu'on passait souvent à la structure. Il n'y avait pas trop le sujet du bois à l'époque et des isolants biosourcés, ce qui fait qu'on passait directement au prix. Quand ça ne marchait pas, on bouclait avec l'architecte et puis on faisait un tour. Au bout de 2 tours, on avait la solution pour passer en exé. Là, mon expérience de terrain sur la concession bas carbone, c'est en moyenne, il faut au moins boucler 7 à 8 fois, au moins, avec des zones en rouge que vous voyez qui sont des zones pour moi d'incertitude. Alors, par exemple, en thermique aujourd'hui, l'incertitude, c'est la gestion du confort d'été, qui est un vrai gros sujet qu'on ne maîtrise pas encore très très bien. Et donc, on fait des choix. Et ces choix sont en relation directe avec la perspirance, l'humidité, donc c'est la partie vapeur que vous voyez. Vapeur qu'on retrouve au sein de l'enveloppe prise dans des enveloppes en bois ou des complexes d'isolants de type béton-chanvre, des choses comme ça, qui ont des vertus incontestables de déphasage, mais qui ne sont pas réellement prises en compte dans la RE 2020. Et puis un ensemble de complexes d'enveloppes qui font qu'aujourd'hui, on ne maîtrise pas encore très très bien tous ces transferts d'humidité et les risques inhérents à leur mise en œuvre. Et c'est pour ça que souvent on va vers des ATEX de complexes qui est une partie non négligeable de l'activité de conception bas carbone aujourd'hui. Ça va se régler dans le temps, hein, parce que les matériaux vont évoluer, la connaissance scientifique va évoluer. Et moi, je suis persuadé que la zone verte d'incertitude passera en zone de bonne maturité d'ici à 2030. Et puis, vous voyez bien les débats émergents, donc celui qui nous rassemble aujourd'hui, qui est le carbone. Et puis, la taxonomie arrive, la taxonomie qui arrivera probablement de façon plus prégnante et nous imposera un vrai regard complexe sur la diversité. Vous entendez beaucoup parler des ZAN en ce moment. Il y a des sujets de l'eau, il y a un grand nombre de sujets qu'il faudra prendre en compte en même temps que la gestion bas carbone. Alors vous me direz pourquoi mettre l'emphase sur les sciences? Finalement, Sébastien a bien dit un mot extrêmement important tout à l'heure, qui est le mot sobriété. Et moins on va mettre de matière et plus on va rendre les sujets, l'interférence entre les différents matériaux extrêmement sensible. Et c'est pour ça que les sciences reviennent de façon importante, puisque vous comprenez bien que si je mets un béton de 25
en dalle, je n'aurais réellement pas du tout de problème de feu. Par contre, si je flirte avec le 12 cm et puis que je fais un masse ressort masse avec un BA13 pour faire de la réduction acoustique, bah, quand même, il va falloir quand même que je révise ma science du feu et que je m'assure bien que thermiquement tout ça fonctionne bien. Et donc, toutes ces rétro-boucles autour des sciences va devenir de plus en plus nécessaires du fait de la sobriété essentiellement. Et puis, donc, on arrive au sujet une fois qu'on a fait la répétition, on va attaquer donc la représentation. Alors, là, je ne vous montrerai qu'un seul exemple qui est significatif en ce moment. Nous sommes sur le lot E, avec aux côtés de Next City, du village des athlètes. Vous avez donc trois typologies de bâtiments, un bureau R+7 tout en haut, à gauche on est sur des bâtiments R+10 et à droite R+5, R+6. Les petits, on a défini que nous les réaliserions en mixte bois-béton, c'est-à-dire plancher, béton, poutre, bois, et sur cob, pardon, donc c'est-à-dire la façade est porteuse. Sur les grands bâtiments, un petit peu à la surprise de la Solidéo, nous ne sommes pas allés du tout sur le bois. Donc on a fait que du béton et différentes solutions de remplissage bas carbone, béton bas carbone à 100%. Et puis sur le bâtiment R+7, mixte bois-béton, façade FOB. Alors ça, c'est une grande première pour nous, puisque vous ne savez peut-être pas, mais le groupe Goyer appartient au groupe Eiffage. Et là, on a fait, avec des équipes de Goyer, on a fait, et puis Savard, donc Savard qui est notre entité qui fait de la charpente et de l'ossature au sein d'Eiffage Construction, on a fait un FOB hybride bois-aluminium. Alors, quel est le lien avec ma présentation antérieure? Bien, en fait, pour la conception de tout cet ensemble-là, nous étions 70 personnes, à la fois au travers des équipes d'architectes que vous avez à l'écran, hein, Coop, Coz, Soa, Lambert-Lénac, Georges, Barraud-Bressaco, et puis bien sûr Dream. Une équipe interne chef d'orchestre pour le coup, parce que là on a partagé la baquette selon l'intensité du moment, selon les connaissances des uns et des autres. Donc c'est les gens qui sont en haut à droite. Plus au niveau des filiales, on avait des correspondants, les filiales qui mettent en œuvre, on avait des correspondants qui sont arrivés assez tôt dans la conception. Et puis, tous les bureaux d'études qui nous ont accompagnés, qui, eux, sont maîtres des sciences. Donc, AIDA en acoustique, Effectis en feu, CETEC en structure, etc. Donc, vous voyez que sur des projets comme ça, on sait réunir un bel orchestre. Là, je pense que c'est l'un des plus gros qui se soit jamais réuni depuis longtemps autour du sujet, et puis pour la première fois autour du sujet bas carbone. Et puis, donc voilà le résultat que je vous invite à venir visiter sur place. On a mis un point sur la partie bas, donc les bâtiments qui sont petits, un point d'exergue. Enfin, on a fait extrêmement attention sur le fait de montrer le bois. C'était un point très important à l'heure où vous entendez beaucoup de choses autour de la doctrine feu. Il ne faut pas oublier qu'une ingénierie bien maîtrisée est une ingénierie qui s'autorise à aller au-delà de la réglementation sous réserve de prouver qu'elle est conforme à la réglementation à minima, mais qu'il ne nous est pas interdit de faire mieux. En l'occurrence, on a fait des essais-feu pour montrer qu'il n'y avait pas de propagation de poutre à poutre. Et donc, nous sommes en tout point conformes à cette doctrine, malgré le fait qu'on ait du bois par an. Mais encore une fois, on s'est donné les moyens de prouver qu'on respectait bien toutes les conditions sécuritaires inhérentes à la mise en œuvre de bois. Et puis, les bâtiments à gauche, donc, qui sont des bâtiments sans aucun morceau de bois.
et qui pourtant, lorsqu'on compare à la fois les hauts bâtiments et les bâtiments, arrivent également au même résultat. Alors, un petit avantage pour les bâtiments bas lié au stockage carbone, donc à l'ACV dynamique. Mais si j'enlève l'ACV dynamique, on a des résultats carbone qui sont très proches entre les hauts et les bas, les bâtiments hauts et les bâtiments bas. Tout ça donc pour vous dire que le sujet de la sobriété est essentiel, le sujet de l'énergie est probablement le premier sujet. Et là, on est très gâté sur le site du village des athlètes de ce point de vue-là, parce qu'on a un réseau de chaleur et de froid absolument vertueux. Et puis après, sur les matériaux, eh bien l'infrastructure, la structure, le second œuvre, et puis tout ce qui va être accessoire, sont absolument essentiels. Et on va jouer avec tous ces éléments-là pour obtenir un résultat qui, dans le cas présent, va au-delà de 2031. Voilà pour mon intervention. Et puis le sens, excusez-moi, c'est la dernière. En quoi un chef d'orchestre du bâtiment va agir au niveau de la société, parce qu'il y a quand même une idée de sens. Évidemment, le logement, hein, on voit que dans le poids carbone d'une personne, d'un Français moyen, bah, le logement pèse quand même, et c'est ça qu'il faut réduire. C'est ce qu'on essaye de faire, Sébastien et puis moi, au quotidien. On va avoir un impact sur les services publics, puisque tous les bâtiments qu'on va construire, plus ils sont vertueux, plus la part des services publics, même si ça ne fait pas tout, hein, mais en tout cas, on y participe. Et puis, peut-être que ça peut vous surprendre sur le transport, et là, je reviens à l'aménageur. Eh bien, en fait, l'aménageur, en ce moment même, il a deux grands choix à faire. Le premier, c'est sur l'énergie qu'il va mettre à disposition pour les bâtiments existants et à venir. Ça, c'est un choix énorme qu'il doit faire. Et puis le deuxième, probablement sur la mobilité et puis la place de la voiture dans son espace, étant donné que s'il décide de privilégier la voiture, alors nous, on fera des parkings. Et si on fait des parkings, on sera plus bas carbone que si on n'en fait pas, sauf à ce qu'il soit aérien. Et donc, vous voyez bien qu'il y a une petite imbrication à cet endroit précis entre la voiture et le bâtiment qui n'est pas négligeable du point de vue du bilan carbone et qui est quand même assez importante du côté d'aménageur. Voilà pour mon intervention. Je suis à votre disposition pour répondre. Moi, je parle pas. Jacques, merci. Alors, on a prévu un temps d'échange. Je vais demander aux participants s'ils ont des questions. Ils peuvent ouvrir leur caméra et les poser en live. Sinon, nous en avions reçu quelques-unes et dans ce cas-là, je les poserai directement à Sébastien et Jacques. Alors, je vais poser la première question qui nous était parvenue et qu'on a mis dans la file de conversation. Comment installer des bâtiments bas carbone en milieu urbain? Bon. La durée de vie d'un projet bas carbone, effectivement, ça, on s'interroge. Et la troisième question, c'est comment faire pour intégrer les constructions bas carbone dans les pays en voie de développement, étant donné que ces constructions, en général, nécessitent des coûts importants. Donc, première question sur le chantier, est-ce qu'il y a une particularité, que ce soit un projet bas carbone ou non, en site urbain? Deuxième, c'est sur la durée de vie, donc le cycle de vie du bâtiment, est-ce que ça va durer ou pas? Voilà, c'est vrai que… Et puis, le troisième, c'est une notion de coût. Moi, je peux répondre sur la première. Enfin, milieu urbain, milieu rural, rénovation, neuf, il n'y a pas réellement de distinguo, hein, puisqu'on va travailler essentiellement à la production énergétique et puis les matériaux. Donc, finalement, en site urbain contraint, le sujet est peut-être plus l'acheminement des matériaux que les matériaux en eux-mêmes. Alors, peut-être que derrière la question, il est posé
la question du hors-site. L'industrialisation, oui, peut-être. Oui, l'industrialisation. Alors, c'est peut-être ça la question. Oui, bien évidemment que l'externalisation d'une charge de travail dans un milieu urbain concentré est toujours extrêmement intéressante, sous réserve du prix, parce qu'elle va décongestionner la ville. Donc, indirectement, elle va réduire le carbone à l'échelle de la ville. Mais si je prends le sujet carbone au niveau du bâtiment lui-même, il n'y a aucune différence entre une typologie d'aménagement ou une autre. On peut peut-être passer à la deuxième question, sauf si Sébastien, vous avez un... Je peux peut-être apporter aussi d'autres éléments, effectivement, pour rebondir suite à la réponse de Jacques. Alors, moi, en plus, bon, il se trouve qu'avant, j'intervenais sur un territoire périurbain, donc très peu dense. Il se trouve que par expérience, sur ce type de territoire, ce n'est pas toujours le cas, mais quand même sur ce type de territoire, on a quand même de fait des densités plus faibles. Donc, en fait, intervenir en milieu urbain avec une bonne densité, c'est souvent à l'échelle de la parcelle, hein, effectivement, Jacques dit bâtiment, mais du coup, si on élargit à l'échelle de la parcelle, ça veut dire en milieu urbain, moins de VRD. Les VRD, ça pèse sur le poids carbone de l'opération. Les milieux ruraux, périphériques, c'est aussi des milieux qui ne sont pas toujours très ouverts à la surélévation, ce que le milieu urbain dense autorise, en tout cas, l'ouverture de chakras est plus importante. Et puis après, si on fait des distinguos un peu macro comme ça sur l'énergie, il y a quelques territoires périurbains qui sont quand même fortement distribués au gaz et qui est quand même pas la première source bas carbone d'alimentation, alors que dans les milieux denses, on a quand même de plus en plus d'acteurs, de collectivités, d'interco qui se mobilisent pour faire des réseaux de chaleur. Et donc en fait, en fin de compte, quand on prend les VRD, la surélévation et l'énergie, en tendance, en tout cas, le milieu urbain dense est plutôt favorable au bas carbone, plutôt que le périurbain qui est plutôt défavorable dans son héritage, dans sa typologie géographique. Merci de ces réponses. Pardon. Deuxième question, donc c'était la durée de vie. Est-ce qu'on a déjà un recul nécessaire pour la durée de vie d'un bâtiment bas carbone par rapport à comment on construisait avant? Moi, personnellement, je ne vois pas de différence. Je veux dire, le projet bas carbone n'est ni plus durable ni moins durable qu'un projet traditionnel. La question qui peut se poser finalement, c'est, mais ça c'est au sens large, c'est pas lié au bas carbone, c'est comment aujourd'hui penser un bâtiment qui pourrait avoir plusieurs vocations à terme. Et donc, comment on va... Réversibilité? Voilà, c'est ça, la réversibilité. Comment on pourrait anticiper d'autres usages de demain et puis porter un bâtiment, même de logement de 50 ans et le pousser à 100 ans en anticipant des usages bien différents. Je pense que c'est ça le fond de la question. Alors, est-ce que c'est réellement lié au bas carbone? Bah oui, de façon indirecte, puisque quand on sera dans 50 ans, on aura un produit qui sera carbone neutre, puisqu'on repartira de la structure existante. Voilà. Donc, ça peut durer longtemps si c'est bien pensé. Sébastien? Alors, je rejoins complètement ce que dit Jacques. Je ne sais pas si derrière la question, il y avait une crainte des matériaux bas carbone, type le bois, biosourcés et autres, sur leur durée de vie, durabilité. Bon, juste là-dessus, il ne faut pas oublier que les bâtiments les plus vieux encore habités, hein, moi je prends souvent les exemples des bâtiments en bois de Blois, par exemple, qui sont sur pied et encore en usage depuis 800 ans. Ils sont en bois, ils ne sont pas en béton, puisque de fait, le béton n'existait pas à ce moment-là. Donc, je ne sais pas s'il y avait ça derrière, mais bon, du recul sur des bâtiments en bois, on a beaucoup plus que sur des bâtiments béton armés, sur un recul d'un siècle versus 10. Et puis sinon, effectivement, je pense que oui, la démarche bas carbone et par rapport donc, au rôle du master, faire un bâtiment bas carbone, c'est effectivement faire un bâtiment responsable 2100, 2200, 2300, entre guillemets, c'est-à-dire un bâtiment qui va savoir traverser
et qui va être résilient, qui va traverser les évolutions du changement climatique. Alors moi, je dirais en conseil et message, mettez le maximum d'efforts mettez le maximum d'efforts sur les matériaux, parce que les matériaux, au moment où on livre le chantier, ça y est, les gaz à effet de serre sont émis. Et mettez le maximum d'efforts sur la possibilité de réversibilité d'usage, on l'a dit, donc des systèmes constructifs réversibles. Typiquement, le poteau dalle est beaucoup plus réversible que le refend dalle, donc au maximum. Et laissez-vous la possibilité de changer les systèmes énergétiques. Aujourd'hui, vous êtes, ou hier, vous étiez en gaz. Peut-être que dans 10 ans, 20 ans, le système énergétique peut muter. Donc, prévoyez tout pour changer le système énergétique, pour passer sur quelque chose de plus renouvelable par la suite. Et alors, si je peux me permettre, l'enveloppe également, tout à l'heure, j'ai fait un petit focus sur l'enveloppe. L'enveloppe en façade ossature-bois, dite FOB, est extrêmement intéressante de ce point de vue, puisqu'on on a une vraie réversibilité dans le temps potentielle. Très bien. Et puis, donc la troisième question qu'on nous avait posée sur comment faire pour intégrer des constructions bas carbone dans les pays en voie de développement versus le coût, peut-être très rapidement. Je pense que chaque pays a sa propre réalité de bâtiment, et donc faire des généralités sur des pays que, en tout cas personnellement, je ne maîtrise pas, ça me semble compliqué. Le sujet, finalement, c'est le mixte. Enfin, je pense que c'est quand même, s'il fallait remonter tout là-haut, c'est le mixte énergétique du pays. Je pense qu'il est d'autant plus facile de décarboner que le mix énergétique est décarboné. Et parce que ça va mettre à disposition des matériaux naturellement, entre guillemets, en tout cas s'ils sont locaux, naturellement décarbonés. Oui, c'est en fonction de chaque pays. Ouais, effectivement. mais par contre, il y a un truc qui est pour le coup mondial, et c'est facile, ça reste la sobriété. Et là, pour le coup, ça, tout le monde peut l'appliquer. Ça coûte vraiment pas cher. Hein. Merci Jacques. Alors, je vois une personne, et ça sera peut-être la seule question en direct qu'on prendra, parce que voilà, on veut rester aussi dans le temps, et nous avons la réponse des deux grandes écoles à cette question de décarbonation. Qu'est-ce que le STP et le SB ont créé, pardon. Donc, monsieur, je vois que vous aviez posé une question. Non? Eh bien, s'il n'y a pas de questions, Pascal Vinot, donc en troisième partie, comment répond-on par conséquent à nos partenaires, aux entreprises de construction, aux aménageurs, aux maîtres d'ouvrage, comment les deux grandes écoles répondent à ce besoin de construire en bas carbone? Merci Catherine. Sébastien et Jacques vous ont présenté un contexte. Je vais vous présenter la réponse. Je voudrais juste, François, si tu peux partager l'écran pour tout le monde. Non, je ne le vois pas. Voilà, donc avec le STP et le SB, on a répondu un peu à une demande de plusieurs industriels qui était, mais quelle formation vous proposez pour répondre à ce sujet responsable de projet bas carbone? Donc on a vu un peu les métiers qui étaient concernés, l'ensemble qui tourne autour. Donc répond aux enjeux de la décarbonation de la filière, c'est ce qu'on vient de dire, et puis on va vous présenter la formation avec les éléments qui sont proposés sur l'ensemble des deux sites. Voilà, donc le contexte, vous l'avez vu, hein, essayer d'atteindre une neutralité carbone dans la construction, donc avec des évolutions qui sont fixées par les réglementations qui ont été abordées par Sébastien et Jacques. Et on parle beaucoup de décarbonation, gaz à effet de serre, climat, et puis peut-être un contexte qui n'a pas été abordé, c'est les enjeux globaux. On a une planète. Et à un moment, il faut aussi qu'elle survive avec tout ce qu'on fait dessus. Donc, le secteur de la construction
qui impactent beaucoup sur la partie environnement, a des règles à suivre et on répond à ces besoins. Donc, on a aussi un besoin de formation parce que aussi bien les jeunes qui sortent de l'école que des personnes qui sont en poste à différents niveaux ont besoin de se mettre, je dirais, un petit peu à jour par rapport aux nouvelles réglementations, aux obligations et puis comment faire. Surtout à quel point, sur quel sujet agir pour pouvoir répondre à ce sujet d'enjeu vital pour la planète. Donc, au niveau de la formation, elle est forcément dédiée pour des élèves, des stagiaires. Hein, donc, l'ensemble des phases d'un projet de bas carbone, ce qui a été évoqué par Sébastien et par Jacques. Donc, du début jusqu'à la fin, à quel point, à quel niveau on peut agir. Et puis, pour les entreprises, c'est vous accompagner dans les enjeux de décarbonation à travers un certain nombre de modules de formation qui sont listés sur la droite. Pour donner quelques informations complémentaires, le premier, c'est les enjeux et la stratégie. Donc, les enjeux, on les a évoqués, on les réévoquera à travers des outils tels que la fresque du climat, la fresque de la construction, des outils qui aujourd'hui sont largement diffusés, qui permettent de dresser un bilan actuel de la situation. On verra ensuite tous les acteurs du marché, les besoins, et puis les stratégies, les différentes stratégies qu'on peut observer. Vous en avez eu de présenter avec Sébastien et Jacques. Point important, qui a été évoqué par Jacques, c'est le prix. Donc, c'est l'analyse du coût global d'un projet, parce qu'on peut être le plus vertueux possible. À un moment, on va se rendre compte que ça rentre pas dans les cases, et donc financièrement, c'est pas tenable. En tous les cas, faut trouver un arrangement, faut trouver des compromis pour qu'on puisse aller vers une stratégie bas carbone qui soit acceptable par tout le monde. Le deuxième point concerne les normes, les réglementations, les certifications. Donc là, on se basera sur les sciences du bâtiment qui ont été évoquées, le feu, l'acoustique, l'eau, la thermique, la structure. Donc, on ne fera pas des experts dans ces domaines-là. Par contre, comme ça a été évoqué, il faut connaître un peu tous ces secteurs pour pouvoir faire les meilleurs compromis et savoir de quoi on parle. Et puis, on abordera, suite à cela, les contextes multimatériaux. On a vu que les interfaces et les responsabilités dans les interfaces des matériaux sont très importantes pour pouvoir construire bas carbone. On abordera évidemment l'analyse du cycle de vie des matériaux, alors avec l'analyse du cycle de vie statique et puis maintenant dynamique, et puis les moyens de réutilisation, recyclabilité, réemploi, réusage des bâtiments et des matériaux. Le troisième sujet a été évoqué, c'est la partie optimisation, innovation. Donc l'innovation, on va la retrouver à travers mener des veilles technologiques sur les matériaux, suivre ce qui se passe vraiment, parce que vous avez vu que les évolutions, comme ça a été annoncé, ça va aller très vite. Jacques parlait d'ici 2031 d'avoir une ingénierie qui soit performante dans tous les domaines. Donc forcément, les matériaux, les choix de conception vont évoluer. Et voir aussi derrière les démarches de validation de produits ou de systèmes non traditionnels. Donc, savoir comment on peut faire évoluer aussi ces règles. On parlera par rapport à l'optimisation de la séquestration carbone qui a été évoquée, et puis de lean management et lean construction. Donc, minimiser la matière tout en allant vers une décarbonation des bâtiments. La partie suivante concerne la performance. Donc, la performance, c'est d'abord de définir des indicateurs de performance. Donc, les réglementations en donnent certains, ce qui sont suffisants. Comment on les mesure? Comment on fait du monitoring sur ces indicateurs de performance? Alors, au cours de la fabrication, construction du bâtiment, mais aussi après, pendant l'utilisation. Et puis, aller jusqu'à l'analyse de pathologies, de sinistres, pour voir, ça a été évoqué, et les biosourcés, est-ce que ça peut générer des sinistres supplémentaires ou autres? À regarder. On abordera ensuite les ressources niveau bois et biosourcés, puisqu'on a beaucoup parlé de bois aujourd'hui, et moi j'en suis très content en tant qu'école supérieure du bois. Mais encore une fois, le but, c'est pas de mettre du bois partout, parce que c'est pas possible. On n'y arrivera pas et c'est pas la solution idéale. Donc c'est vraiment essayer de mettre le bon matériau au bon endroit. Et quand on parle du matériau bois et biosourcé, il faut aussi s'intéresser à la ressource, qui n'est pas inépuisable. Certes, elle est renouvelable, mais pas inépuisable. Donc, il faut bien choisir ces matériaux et les évolutions qui vont avec. Puis les derniers sujets, c'est en fait, on parlait de conception tout à l'heure, donc avec les sciences du bâtiment, bien concevoir, faire les bons choix au départ dans la réflexion. Et ensuite, c'est toute la partie phase de chantier. Donc, c'est pas tout d'avoir les bonnes idées, encore faut-il bien les mettre en œuvre.
Donc, on abordera dans les préparations, conduite de chantier, les démarches QHSE, qualité, hygiène, sécurité, environnement. La planification, c'était la petite question qui était là, c'est que, bah oui, certains usages de matériaux bas carbone, comme le béton, mettent plus de temps. Donc, comment faire pour industrialiser éventuellement et puis rendre ces plannings tout à fait cohérents avec le besoin. On verra aussi toutes les réglementations en vigueur par rapport à l'utilisation de ces matériaux, y compris sur les phases chantier. Et puis le dernier module de formation, c'est manager une équipe projet. Alors quand on dit manager une équipe projet, le but là, c'est une équipe de projet qui sera transverse, comme on a pu le voir. Ça peut aller jusqu'à 70 personnes sur des projets de grande dimension. Et là, il faut gérer les compromis, il faut gérer les conflits, les désaccords. Il faut avoir un socle scientifique suffisamment important pour pouvoir étayer et argumenter. Et puis, il faut savoir aussi participer à la conduite du changement, donc en amenant ces équipes à évoluer vers des solutions qui ne sont pas forcément traditionnelles, mais qui vont dans le bon sens par rapport aux bâtiments bas carbone. Donc la formation, c'est le dernier slide. Perspective professionnelle par rapport à la formation. Donc en maîtrise d'ouvrage, développeur responsable bas carbone, conception technique. Donc on est vraiment sur les phases amont. Responsable référent bas carbone en agence d'architecture, bureau de contrôle. Et puis en phase chantier, on est plus sur les métiers de chargé d'affaires, ingénieur travaux. Sur les informations pratiques de la formation, donc c'est une formation sur une année, c'est 6 mois de cours, l'équivalent de 490 heures. Et 6 mois de mission en entreprise. Et aujourd'hui, on a prévu d'ouvrir une promotion sur le site de Paris avec des workshops sur des sites de Nantes et autres pour aller voir la ressource et puis voir aussi comment les matériaux se comportent.